Bonjour, vous écoutez En route, un podcast de la STIB. En route, c'est un podcast qui va vous faire découvrir la STIB autrement. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Plus de 9500 personnes y travaillent tous les jours et ce podcast va mettre en avant ces personnes via leur métier, mais bien sûr et surtout via leur personnalité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de En route, nous allons parler mobilité et innovation, mais nous allons nous faire accompagner d'un expert en la matière qui est Mathieu Niquez. Mathieu Niquez qui est à la STIB déjà depuis quelques années. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ton rôle à la STIB exactement ? Eh bien, moi, je suis un enfant qui a un peu trop joué au petit train, avec les transports, avec les véhicules, etc. Et donc, voilà, je poursuis ça dans ma vie professionnelle. Et mon rôle à la STIB, pour le dire de manière un peu simplifiée et imagée, c'est de penser au futur, réfléchir en fait à l'après-demain. Et on considère, par exemple, dans des manuels de management d'entreprise, qu'il faut consacrer 70% de son énergie sur le quotidien, 20% sur le demain et 10% sur l'après-demain. Et moi et mes collègues, on se situe dans ces 10%. Enfin, je pense qu'actuellement, on n'est pas à 10%, mais en tout cas, c'est un peu l'objectif. C'est de réfléchir à la mobilité d'après-demain et aussi à l'évolution d'un opérateur de transport public dans une ville comme Bruxelles. Mathieu, depuis que tu es arrivé, quelle a été, selon toi, la plus grande innovation de la STIB en termes de mobilité ? Ouais, alors je pense que ce serait un peu casse-gueule de faire une hiérarchie des évolutions. Et aussi, on est dans un secteur où, quelque part, ce qu'on attend de nous, c'est d'assurer les fondamentaux. C'est l'offre de transport, les fréquences, les amplitudes, c'est les véhicules, et puis c'est certainement l'information voyageur. Et je pense que sur ces trois fondamentaux, la STIB a bien progressé ces dernières années. On a eu la chance aussi d'avoir des ressources supplémentaires de la région bruxelloise. Et ça nous a quand même permis d'améliorer l'offre, d'améliorer les véhicules et aussi d'améliorer tout ce qui facilite la vie du voyageur. Et je pense notamment à, on va dire, quelque chose qui est devenu banal aujourd'hui, mais qui est hyper important, c'est d'avoir systématisé l'annonce vocale des arrêts dans tous les véhicules, même dans les véhicules les plus anciens, d'avoir les temps d'attente à tous les arrêts. C'est des fonctionnalités... Bon, on s'y habituait tous tout de suite et maintenant c'est considéré comme un acquis. Mais en fait, il y a 5 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et donc ça, je pense que c'est une grande avancée pour l'attractivité des services de la STIB. Alors tu parles du temps d'attente pour les voyageurs, mais comment est venue l'idée de cet affichage du temps d'attente aux arrêts ? Alors honnêtement, je n'étais pas dans les coulisses de ce projet, donc je ne sais pas exactement comment les choses se sont mises en place. Mais ce qui est sûr, ça se voit aussi clairement dans les enquêtes clients, etc. Il y a une attente très forte des gens en termes d'information auxquelles on a répondu de mieux en mieux. Et aussi, on sait par différentes études un peu plus psychologiques, comportementales, etc., qu'une attente, en fait, quand vous êtes informé du délai d'attente, vous allez attendre beaucoup plus sereinement, voire éventuellement, vous allez profiter du temps d'attente pour passer chez le boulanger ou acheter un paquet de cigarettes ou que sais-je. Et donc, ça permet aussi vraiment de créer un climat beaucoup plus serein dans cette espèce de microcosme urbain que peut être un arrêt de bus ou un arrêt de tram. Quels sont les futurs grands chantiers de la STIB en termes d'innovation et de mobilité ? Bon, il y a, je pense, voilà, c'est multifacette. Il n'y a pas de manière générale, en mobilité, on tombe souvent dans le piège de croire qu'il y a une solution miracle. Et donc, non, il n'y a pas de solution miracle. Il y a différents leviers et il y a différents outils qu'on a à notre disposition pour bâtir, on va dire, une politique de mobilité qui est cohérente. Maintenant, si on revient spécifiquement sur la STIB, bon, c'est clair qu'on voit un peu des grandes familles de sujets qui sont déjà présents dans l'entreprise, dont l'importance va s'accroître. Moi, je dirais il y a certainement tout ce qui est l'énergie. Et donc là,
Ça concerne essentiellement le mode bus. Mode bus qui va sortir de sa motorisation historique du diesel. Et donc, on va aller vers des bus électriques, des bus à hydrogène, des bus hybrides circulent déjà aujourd'hui sur le réseau. Donc ça, c'est un chantier quand même très très important, celui de l'énergie. Pour le tram et le métro, quelque part, ils ont la chance d'être déjà électrifiés. Donc déjà très efficace d'un point de vue énergétique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des marges d'amélioration qui sont disponibles. Après, je vois un deuxième peut-être grand chantier qui est un grand chantier mais qu'on ne mènera pas tout seul, qu'on doit mener avec une série de partenaires, mais c'est celui de bâtir vraiment un système de mobilité durable. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, la voiture, avec ses défauts et aussi ses forces, mais une de ses forces, je pense, c'est que c'est un système très complet de services. Tu as besoin d'une assurance, il y a des assureurs. Tu as besoin d'un financement, les banques te font des crédits voitures. Tu as besoin d'une réparation, tu as des réparateurs, des concessionnaires. En fait, toutes les étapes sont couvertes par des prestataires qui sont relativement faciles à trouver, etc. Donc la voiture forme vraiment un système et on le voit aussi dans les déplacements. Il y a les voiries, il y a les parkings, il y a les carrefours, etc. Donc tout ça est finalement assez efficace. Et le défi pour les alternatives à la voiture, donc le transport public, mais aussi les autres modes de déplacement, les modes actifs, le car sharing, etc., je pense que vraiment le défi, c'est de faire système aussi. Et aujourd'hui, il faut reconnaître il y a plein de choses qui existent, mais il reste pas mal de frictions entre nos différents services, entre nos différents modes, etc. Ça demande quand même aux clients un certain investissement de trouver... comment est-ce que je m'inscris à tel service? Il faut que je scanne mon permis de conduire. Enfin, il reste pas mal de petites frictions comme ça. Et là, il y a un gros défi de pouvoir vraiment dire, et en particulier aux gens qui habitent dans des zones denses, vous pouvez vraiment vous passer d'une voiture, de la possession en tout cas d'une voiture. On a pour vous un système de mobilité durable qui se base sur différents modes et dans lequel vous pouvez piocher selon vos besoins, selon vos nécessités, selon vos aptitudes physiques, etc. D'une manière plus fluide que ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a un gros chantier aussi pour nous, au sens propre comme au sens figuré. C'est on occupe une place et on a des infrastructures dans la ville qui sont vraiment structurantes. Et je pense notamment au réseau tram, qui est, par sa nature, il est très structurant pour l'aménagement de l'espace public. Et donc là, on est quand même un gros vecteur de renouvellement urbain, de réaménagement de l'espace public, par le simple fait qu'on doit, à intervalles réguliers, plus ou moins tous les 30 ans, renouveler les voies de tram. Et donc là, à chaque fois, c'est quand même des occasions de redessiner des bouts de ville, de les remettre un petit peu en adéquation avec les besoins, avec des projets qui sont de plus en plus complexes cependant à mener, puisqu'il y a toujours des demandes tout azimut, qui sont parfois un peu antagonistes, évidemment, puisqu'on se bagarre parfois un petit peu pour le même mètre carré d'espace public. Après, je vois aussi peut-être un chantier qui concerne un petit peu l'ancrage de la STIB dans la ville, et aussi son rôle vraiment en tant que solution de décarbonisation de nos déplacements, aussi comme solution bénéfique pour la santé. Ça, c'est des choses évidemment que les spécialistes savent, mais c'est peut-être encore des dimensions qui n'apparaissent pas suffisamment dans le débat public. Or, le secteur des transports, il va faire face vraiment à un défi colossal. Donc aujourd'hui, les transports en Belgique, c'est environ 30% des émissions de CO2. Donc c'est absolument significatif. Et par ailleurs, c'est le seul secteur dont les émissions continuent à croître. Et donc, par rapport aux engagements climatiques, on va devoir diminuer ces émissions de CO2, on estime d'un facteur 7 à 8
Donc c'est absolument colossal. Alors bien sûr, ça concerne quelque part assez peu la STIB directement, parce que ces émissions de CO2, ce sont surtout celles du transport routier, la voiture, les camions, les camionnettes, etc. Cependant, nous, on doit être irréprochable, ça c'est clair, hein, et c'est ce qu'on fait avec les bus électriques, politique de sobriété énergétique, etc. Mais on doit aussi sans doute beaucoup plus se profiler vraiment comme une des solutions qui permet de tendre vers cet objectif de réduction des émissions de CO2. Est-ce une réflexion plus large sur la manière dont sont construites nos villes ne devrait pas être envisagée à l'avenir, justement, pour améliorer notre offre de transport public ? Oui, absolument. Mais en fait, quelque part, la mobilité, en tout cas la mobilité motorisée, hein, elle n'est jamais que le reflet de l'aménagement du territoire. Même un excellent réseau de transport public ne peut pas faire grand-chose si l'aménagement du territoire est totalement défaillant. Pour que le transport public soit efficace, il faut une densité suffisante d'activités, d'habitants, de commerces, de travailleurs, etc. Sinon, c'est très très difficile d'offrir ces services, en tout cas de les offrir avec une qualité suffisante pour qu'ils soient attractifs. Et donc là, on a un gros défi, effectivement, par rapport à l'aménagement du territoire. Parce que de nouveau, quand vous êtes dans une localisation périurbaine ou rurale, le système voiture, auquel je faisais référence tout à l'heure, est hyper efficace, puisque tout est conçu en fonction de ça. Il y a des parkings partout. Et donc là, effectivement, c'est très difficile. Donc cette question de la relation entre l'aménagement du territoire et la mobilité, elle est vraiment centrale. Et par exemple, il y a un concept que je trouve assez intéressant qui fait ce lien, c'est celui de la ville aux 15 minutes. On voit des urbanistes et aussi parfois des représentants politiques qui reprennent ce slogan. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on refait le lien entre la mobilité et la localisation des activités. Et on fait aussi le lien avec quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que beaucoup de déplacements en fait sont très courts. On considère grosso modo que la moitié des déplacements sont des déplacements de moins de 5 km par exemple. Et donc sur des distances aussi courtes, quelque part, l'usage de la voiture est disproportionné. Et donc c'est là qu'on doit focaliser nos efforts sur les déplacements courts, ce qu'on appelle aussi parfois la proximobilité. Donc c'est aussi un terme, je trouve, intéressant, et d'essayer de jouer à la fois sur les modes de transport, encourager le vélo électrique par exemple. On a maintenant 20% des Belges qui ont un vélo électrique, donc c'est quand même un levier très très important. Mais on doit aussi jouer sur la localisation des activités. Et donc là, c'est plutôt des politiques, par exemple, de soutien des commerces locaux, des politiques d'implantation des écoles. En tout cas, jusqu'au niveau primaire, il faut veiller à avoir un maillage qui soit quand même très très dense, de crèches, d'écoles primaires, de centres sportifs, etc., de façon à permettre à un maximum de la population d'avoir accès, on va dire, à tous les services essentiels à une distance raisonnable. Donc ça, c'est très facile à garantir en zone urbaine, bien que parfois il y ait quand même des éléments manquants, des pièces du puzzle qui manquent. En périurbain, ça devient déjà moins évident. Et alors en zone rurale, là, c'est quasi mission impossible. Donc voilà, c'est clair que la localisation des activités influence beaucoup les comportements de mobilité. Alors les trams, les bus, les métros, voilà, je veux dire, c'est tendance, les transports publics, on va dire le vent en poupe. Mais justement, est-ce que la STIB pourrait aller plus loin en termes de transport et imaginer peut-être d'autres moyens de transport collectif dans son offre ? Je pense certainement on doit continuer à évoluer. Donc voilà, de manière un peu simplifiée, moi je dirais que le métro, tram et les grandes lignes de bus, ça forme vraiment l'ossature du système de mobilité durable. Donc ceux-là, ils sont là, on doit continuer à les améliorer, à étendre le réseau. Il y a des nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire l'intervalle entre les véhicules, par exemple, comme la nouvelle signalisation dans le métro, etc. Après, il y a peut-être une dimension plus locale, plus partenariale, plus dédiée à certains besoins spécifiques, sur laquelle on
pourrait se pencher, pas tout seul, mais avec des partenaires. On doit trouver des nouvelles façons de travailler, de manière à ce que quelque part chaque mode soit utilisé là où il est le plus pertinent. Et donc si on revient aussi aux notions de distance, beaucoup de déplacements en ville sont très courts. Ça n'a aucun sens de prendre, par exemple, de faire un trajet avec 2 correspondances et la STIB pour faire 1500 mètres. Ce qui a sans doute du sens, c'est que la STIB facilite le parcours de ses clients pour adopter une solution qui est mieux adaptée à un déplacement court. Et donc là, est-ce qu'on encourage l'usage de trottinettes, de vélos, des solutions de van à la demande, on pourrait aussi encourager la marche à pied. On a découvert ici au cours de la pandémie quand même que c'était précieux aussi de pouvoir se déplacer à pied, que ça permet aussi de se maintenir en bonne santé, de se changer les idées, de faire des transitions, etc. Voilà, là, je pense qu'on est... on a ce grand chantier devant nous de bâtir ce système de mobilité durable et d'essayer de tirer le meilleur parti et aussi de simplifier la vie des personnes en leur disant mais quelque part vous pouvez vous passer de la possession d'une voiture parce que vous avez la STIB et ses partenaires qui forment un ensemble cohérent de solutions de transport qui pourra vous permettre de répondre à différents besoins. Peut-être que quelques fois par an, par exemple, vous avez besoin d'un utilitaire parce que vous devez aller acheter un meuble, passer à la déchetterie, etc. Eh bien, on est capable de vous proposer un utilitaire pour les 3 fois par an dont vous en avez besoin. Peut-être que vous avez besoin à d'autres moments d'un vélo cargo, vous avez peut-être besoin d'une trottinette, vous avez peut-être envie de temps en temps ou besoin d'un taxi. Je veux dire, le taxi, c'est aussi un outil de mobilité intéressant. Eh bien, voilà, on vous offre tout ça d'une manière simplifiée. Ce sont toutes des choses qui existent. Je pense que les différentes pièces du puzzle existent presque toutes. Maintenant, le défi, c'est d'assembler le puzzle et de former surtout un puzzle qui soit sexy et qui soit attractif. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre à un moment donné que ce genre de moyens de transport ne prenne le dessus par rapport à nos modèles traditionnels comme le tram, le bus ou le métro ? C'est une crainte évidemment, c'est une discussion qu'on a souvent avec des collègues. Moi je pense qu'on doit dépasser cette notion de concurrence, alors concurrence toute relative parce que en fait on est je pense rarement concurrents et surtout si on parvient à convaincre plus de gens d'abandonner la possession d'une voiture, l'ensemble des alternatives de mobilité sera gagnant. Il y aura des déplacements avec la STIB, il y aura des déplacements avec Cambio, il y aura des déplacements avec le vélo, avec des trottinettes, etc. Donc c'est vraiment là qu'on a un objectif commun. Et pour le reste, on doit aussi se mettre un petit peu dans la peau de nos clients. Si de temps en temps, des clients font des infidélités à la STIB, mais pour s'épargner des trajets qui objectivement seraient longs, seraient difficiles, j'ai cité l'exemple des trajets courts où vous devez faire 2 correspondances, mais c'est un peu aberrant de prendre la STIB. Quelque part, c'est aussi notre responsabilité de dire à nos clients, simplifiez-vous la vie, prenez plutôt une autre solution, et les clients nous seront reconnaissants d'avoir tenu un message qui soit quelque part centré sur leurs propres besoins. Et donc c'est vraiment le rêve pour les planificateurs des transports comme moi, c'est que chacun utilise le service ou le mode de déplacement qui est le plus adéquat selon le déplacement qu'il doit faire. Donc déplacement court, déplacement long. Vous êtes en bonne forme physique, vous êtes en moins bonne forme physique. Il pleut, il neige, il fait beau, voilà, les conditions changent. Et en fonction de ça, d'avoir un petit peu cette souplesse, cette agilité mentale pour passer de l'un à l'autre de manière assez fluide. Donc il y a une partie des gens qui est déjà à ce niveau-là. Et c'est surtout les gens qui sont investis, qui sont intéressés, qui se renseignent, qui aiment bien chercher. Maintenant, le défi, c'est de pouvoir transmettre un petit peu ces réflexes multimodaux au reste de la population. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être un expert en services de mobilité et de connaître sur le bout des doigts tous les opérateurs de trottinettes, par exemple, qu'il y a à Bruxelles. Donc là,
il y a un rôle pour les opérateurs et aussi pour les pouvoirs publics de faciliter cette multimodalité. C'est ce qu'on va faire, enfin c'est ce qu'on est en train de faire aussi à la STIB avec le projet MAS, qui consiste à essayer d'avoir l'ensemble des modes de transport sur un seul support, sur une seule application, avec un seul canal d'information et si possible dans un avenir proche aussi une tarification qui soit plus intégrée. Et quelles sont les tendances actuelles en termes de mobilité et d'innovation et quelles seraient en fait les voies, sans mauvais jeu de mots évidemment, que pourrait prendre la STIB justement? Il y a différentes tendances dans le panorama un peu de la mobilité. Ce qui est intéressant par rapport à il y a quelques années, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande diversité d'acteurs, mais aussi de solutions, et notamment tout ce qui est micromobilité électrique. C'est des choses qui n'existaient quasi pas il y a 5 ans. Et sans doute qu'il y a encore beaucoup de choses qui va arriver dont on ne soupçonne pas l'existence aujourd'hui. Je pense à des véhicules, des petits véhicules hybrides, des petits véhicules de taille intermédiaire, des espèces de scooters à 4 roues, etc. Là, il y a toute une série de choses qui peuvent apparaître et qui sont assez intéressantes parce que en ville, la voiture est bien souvent un outil surdimensionné de déplacement, quoi. Prendre 1,5 tonnes pour déplacer 70 kilos, physiquement, c'est une aberration. Et donc, si on peut de nouveau avoir une plus grande richesse de solutions, alors on peut, je pense, simplifier la vie d'une grande partie de la population et quelque part que la mobilité soit moins perçue comme quelque chose de pesant, de routinier, un passage obligé, etc., mais qu'elle puisse aussi être perçue comme un moment agréable de déplacement, de découverte, de transition. On voit aussi avec le télétravail, on a perdu un peu ces moments de transition entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et ça, c'est peut-être une vertu de la mobilité, c'est de créer ces espaces, ces 15-20 minutes où vous pouvez feuilleter un livre, aller sur votre messagerie sociale, etc., dans des conditions de confort qui sont agréables et dans des conditions de déplacement qui sont agréables, ou aussi faire de l'exercice physique, parce que je pense aussi que c'est une dimension qu'on laisse, qu'on a encore assez peu exploré, mais quelque part, la mobilité, c'est aussi un moyen de rester en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut faire 30 minutes d'exercice par jour. Les modes actifs, le transport public, etc., ils permettent assez facilement d'atteindre ces 30 minutes de mouvement, de déplacement par jour, alors que la voiture, malheureusement, c'est quand même beaucoup plus un mode de sédentarité. Alors avec la crise du Covid-19, qu'est-ce qui a changé pour la STIB? Qu'est-ce que cette crise a apporté? Est-ce que, par exemple, on s'en sort par rapport à d'autres sociétés de transport en Europe et dans le monde? Je pense c'est assez évident que la crise a un petit peu rabattu les cartes, ou disons plutôt qu'elle a accéléré des choses qui étaient déjà sous-jacentes, mais qu'on a accéléré le développement. On a pris en 1 an ce qu'on aurait fait peut-être en 5 ou 10 ans. Et le télétravail en est une bonne illustration. Après, sur les impacts vraiment du télétravail sur la mobilité, il faut rester assez prudent. D'une part parce qu'il y a toute une partie des travailleurs qui ne peut pas télétravailler ou qui ne souhaitent pas télétravailler, ce qui est tout à fait légitime. Et alors d'autre part, il y a un effet rebond qui est quand même bien documenté. C'est-à-dire que peut-être effectivement que vous restez à la maison pour télétravailler, donc vous n'allez pas prendre le train de 7h35 comme d'habitude. Par contre, vous allez peut-être faire d'autres types de déplacements pendant la journée, une course à midi. Ou alors le soir, comme vous n'avez pas bougé de la journée, que vous en avez marre d'être entre vos 4 murs, vous allez faire un déplacement que vous n'auriez peut-être pas fait. Et donc finalement, l'impact du télétravail sur la réduction en nombre absolu de déplacements, elle est sans doute assez faible. Par contre, ça change le profil des déplacements, ça change le moment où on fait le déplacement, ça change aussi dans certains cas le mode de déplacement. Et donc c'est là effectivement qu'on doit rester attentif à tout ça et voir dans quelle mesure ça peut impacter notre offre de transport. Je pense par exemple que les déplacements domicile-travail vont sans doute diminuer un petit peu. Par contre, il y aura une augmentation des déplacements loisirs, par exemple en soirée, pour des télétravailleurs qui en
qui ont, à 6 heures du soir, ils ont envie de bouger, ils ont envie de se déplacer, ils ont envie de rejoindre des amis et de voir des visages en vrai. Et donc, voilà, c'est une réflexion qu'on doit évidemment suivre de près et voir dans quelle mesure ça impacte l'offre de transport. Avant l'offre de transport, il y a aussi tout ce qui est l'aspect titre de transport, hein, puisque, bon, traditionnellement, le transport public, c'est soit des abonnements, soit des cartes de 1 à 10 voyages, hein, par exemple à Bruxelles. Et donc, finalement, on n'a que 2 cases dans notre jeu. Les besoins vont sans doute être beaucoup plus hybrides, diffus, éclatés, etc. Il y a sans doute aussi des nouvelles formules tarifaires à inventer. Et bon, on a fait un premier pas en lançant une carte de 100 voyages. Je pense que, voilà, il va falloir continuer à réfléchir sur quels sont les produits qui sont le mieux adaptés à des profils de déplacement qui ne sont plus ceux de tous les matins, je vais à mon travail en partant à 7h30 et je reviens à 18h15, quoi. Ça, c'est clair. Oui, on est grosso modo à 55-60% de fréquentation. Et quand on voit les benchmarks internationaux, évidemment, il y a des villes qui souffrent plus. On a la chance aussi d'avoir une clientèle qui est mieux équilibrée entre des travailleurs, des résidents, des touristes. Pour le moment, il n'y a pas de touristes, mais ça ne pesait pas trop lourd dans notre fréquentation par rapport à des villes très touristiques comme Rome, comme Paris ou Londres, où là, la clientèle tourisme, affaires peut peser très lourd. Donc ça, c'est un facteur qui est positif. Je pense qu'on reviendra à la fréquentation antérieure. Maintenant, à quel rythme, ça, personne ne le sait exactement. Et puis surtout, probablement que le profil de cette fréquentation aura un petit peu évolué, comme on l'a dit, parce que la manière dont on se déplace aura changé. Certaines habitudes seront désormais bien ancrées, etc. Donc voilà, en valeur absolue, oui. Par contre, avec des profils, avec des habitudes qui seront sans doute un petit peu différents. Et pour toi, quels sont les plus grands enjeux de la mobilité de demain ? À Bruxelles et ailleurs, il n'y a pas de préférence par rapport à ça. Ben, si on se place vraiment, on va dire, d'un point de vue sociétal, global, et pas spécifiquement la STIB, ben, moi je pense qu'il y a un énorme enjeu qui est la décarbonisation du transport, du secteur du transport, qui pèse un tiers des émissions de CO2 en Belgique. Ces émissions continuent de croître. Or, voilà, on est devant cette nécessité de réduire drastiquement les émissions de CO2. Donc le secteur du transport, il va devoir passer par ce processus de transition qui sera sûrement, par certains aspects, assez douloureux pour des activités qui reposent exclusivement sur du transport routier. Alors nous, dans le transport public, quelque part, on est du bon côté des choses, mais on se doit bien sûr d'être exemplaire et on se doit aussi de continuer à améliorer nos services pour constituer vraiment une alternative attractive pour que les gens franchissent le pas d'utiliser le transport public. Donc ça, il y a cet aspect CO2 est sûrement un des grands enjeux d'avenir. Il y a peut-être un autre enjeu aussi, c'est tout ce qui est qui est partiellement lié, c'est la qualité de l'air en ville. Donc c'est un aspect qui commence seulement à émerger dans le débat public. Aussi, on manque cruellement de connaissances sur la qualité de l'air. Je dirais qu'on est un petit peu là où on était avec le tabagisme passif dans les années 80, en se disant tiens, ça pourrait être dangereux d'être à côté de fumeurs dans des endroits clos, etc. Mais on n'en est pas tout à fait sûr, etc. Donc on est un peu à ce niveau-ci. Et là, ça me semble assez évident que on va dire la pression sociétale sur ce thème va s'accroître et que donc les villes vont devoir renforcer leurs mesures. Et ça veut dire clairement prendre des mesures coercitives envers l'usage individuel de la voiture. De nouveau, le transport public est du bon côté des choses et doit se profiler comme une solution attractive pour faire cette transition.
mais on doit être capable d'être attractif et aussi d'avoir ce message et de renforcer notre positionnement vraiment comme une solution qui permet de rendre l'air de nos villes un petit peu plus respirable. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, dans 10 ans de révolutionnaire pour les transports en commun ? Alors, je me méfierais très fort du mot « révolution », parce que je pense que ce qu'on doit faire, c'est vraiment... ce que les clients attendent de la STIB, c'est que ça fonctionne. Que ce soit propre, que le véhicule arrive à l'heure, que les horaires soient respectés, que lorsqu'il y a un problème, l'information soit disponible, soit correcte, qu'il y ait aussi du personnel dans certaines circonstances pour guider, pour orienter, pour aider. Quelque part, ce qu'on attend de nous, c'est de bien remplir nos tâches de base, nos tâches essentielles. Et donc là, on doit continuer évidemment à renforcer nos efforts pour répondre à ces attentes. Après, une fois qu'on a fait ça, ce qui est déjà un énorme boulot, hein, et dans un contexte urbain qui est très compliqué, c'est pas si évident que ça de faire circuler des centaines de véhicules à l'heure, propres, ponctuels, avec les valideurs qui fonctionnent, avec l'information qui fonctionne, etc. Donc c'est déjà un énorme boulot. Après, il y a évidemment des évolutions qui sont en cours. Alors voilà, la STIB n'est pas un centre de recherche, donc nous, quelque part, on doit être attentif à ce que les fournisseurs peuvent nous proposer comme solution. Je pense qu'il pourrait y avoir certains nouveaux services ou certains nouveaux modes de transport qui pourraient se développer, mais ça restera sans doute, on va dire, des choses assez dédiées, des transports plutôt de niche. L'essentiel, il restera probablement assuré par métro, tram, les principales lignes de bus. Par contre, avec vraiment une famille de partenaires, je pense qu'on doit enrichir l'offre de mobilité durable, en essayant de répondre au mieux à différents besoins qui peuvent surgir dans la vie de tout un chacun. Et donc voilà, je dirais, la STIB, peut sans doute assurer avec une bonne qualité 80% de vos déplacements. Alors, c'est un peu variable d'un individu à l'autre, etc. Mais disons que la STIB peut assurer 80% de tes déplacements et que pour les 20% qui restent, on doit t'aider, on doit te proposer avec un partenaire une solution adaptée et une solution évidemment qui est performante. C'est souvent les circonstances un peu exceptionnelles qui sont gravées dans les souvenirs. Donc c'est là aussi qu'il ne faut pas se louper, quoi, hein. C'est le jour où tu as perdu tes clés, qu'il est 00h30 et qu'il pleut, et que tu te retrouves devant ta porte de maison. C'est là que tu es content de trouver un taxi pour te conduire chez un serrurier, par exemple, hein. J'invente un exemple. C'est pas toujours le nombre qui compte, mais c'est souvent les circonstances. Et même donc pour des besoins très très pointus de mobilité, c'est important d'apporter des solutions. Je pense aussi, par exemple, avoir besoin d'un utilitaire de temps en temps. Enfin, ça nous arrive tous. Alors c'est peut-être qu'une fois par an ou 3 fois par an, mais à ce moment-là, c'est important de pouvoir très facilement disposer d'un véhicule utilitaire. Et ça, c'est quelque chose que la STIB, avec des partenaires, on peut faciliter quelque part, et qui permettra aussi aux gens de se dire, bon, finalement, avoir une grosse voiture toute l'année, j'en ai pas besoin, je peux me contenter de moins, si j'ai ce filet de sécurité derrière moi, de savoir que le jour où j'ai besoin d'une voiture, le jour où j'ai besoin d'un utilitaire, des solutions existent et qu'elles sont faciles à activer. Bien, merci beaucoup à toi, Mathieu, pour cette discussion très intéressante. Avec plaisir, Antoine. Et à bientôt sur nos lignes. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine, dans un prochain épisode de En route, où on parlera d'un autre sujet lié à la STIB. À très bientôt. Notre route s'arrête ici, mais nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle histoire. Vous avez écouté En route, le podcast de la STIB. Vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications de podcast préférées. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser un commentaire et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra
à En Route d'être mieux référencé. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle histoire liée à la STIB.